is very high, so it's likely. And I was so I was having a great time. You can use that. It also has things like, is it underexposed? What's the tilt angle? Alors, la première question, donc on en a parlé un petit peu ce matin avec Quentin et on en a reparlé là avec Stéphane. Donc, comment gérer les patchs de mes conteneurs en production? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut commencer? Simple, on patche pas. Un conteneur, c'est de l'immutable infrastructure. Donc tu fais pas de patch, tu le tues et tu en relances un autre. Enfin, tu rebuilds, mais tu lances une nouvelle version. Mais tu ne patches pas en live. Je sais pas s'il y en a un qui veut ajouter un truc. En fait, la problématique, c'est pas tant de patcher que de détecter le fait qu'il faille patcher. Et donc, on parlait tout à l'heure des Docker Enterprise qui a ça dans le registry qui permet de scanner régulièrement les images. Et il y a des projets open source comme Claire qui permettent de le faire. Et donc, de flaguer les images qui ont besoin d'être patchées et de savoir les rebuilder effectivement. Et on patche jamais des images live. On ne se connecte pas dans les conteneurs pour patcher, quoi. C'est pas qu'une problématique technique, hein, c'est une problématique organisationnelle aussi. C'est-à-dire que j'ai je sais pas, 30 applications qui s'exécutent ou 50 applications qui s'exécutent sur mon cluster. En tant que prod, je ne peux pas me permettre de patcher sauvagement tout le monde, quoi. Je suis obligé de... Donc... Super, mais je pense que ce que tu as voulu dire, c'est que techniquement, c'est pas impossible de patcher des conteneurs. Après, il y a très peu d'intérêt. C'est-à-dire que, voilà, typiquement, on parlait de Puppet, nous, dans notre cas de figure. On n'aurait aucun intérêt à essayer de faire tourner Puppet dans un conteneur pour aller manager la configuration et apporter un patch dedans. D'un point de vue philosophique, c'est pas le but de la manœuvre. Et c'est pour ça que l'idée, comme disait Laurent, c'est plus simple, voilà, de détecter si on a besoin, si jamais on a besoin de patcher quelque chose ou si nous, on le souhaite de par nous-mêmes. Et ensuite, voilà, recompiler une image et de remplacer l'ensemble des images qui sont déjà en place par une nouvelle. Tu veux rajouter quelque chose ? Concernant est-ce qu'on a le droit de patcher comme des sauvages si on est la prod versus les devs? Parce que du coup, nous, c'est notre politique. Donc nous, les gens poussent le code ou leur Dockerfile. Et j'insiste là-dessus, on demande aux gens de pousser leur Dockerfile et si possible, pas un Docker déjà construit, parce qu'on veut être capable de le rebuild. L'idée, elle est simple. Le développeur n'est pas capable d'avoir le cycle de vie sécuritaire de l'OS en tête. Juste pop quiz. D'après vous, il y a combien de milliers de CVE déclarés annuellement? Actuellement, l'an dernier, c'était 25 000. C'est une accélération qui est exponentielle. Vous calculez le nombre que ça fait à la semaine, aucun développeur ne va me donner l'autorisation de faire les mises à jour. Nous, on fait les mises à jour de base d'OS sans discuter. La 99,9% du temps, ça se passe bien. Et les applications sont mises à jour automatiquement sans que personne ne s'en rende compte. Parce qu'on a du Blue Green Deployment et compagnie. Et sur les images sur lesquelles ça se passe mal, on le détecte en avance de phase. C'est-à-dire qu'on ne crache pas l'image qui est en production. On attend de se rendre compte qu'elle ne va pas fonctionner. Et là, on envoie un mail au développeur en demandant « Mais qu'est-ce que tu as bouiné pour que ton image soit pas capable de build ?» Mais il est évident qu'on va pas attendre l'autorisation des mecs pour mettre à jour. Sinon, on prend un risque sécuritaire qui est monstrueux. Je rappelle qu'on parle de gens qui ne mettent pas à jour leurs dépendances à eux. Comment est-ce qu'ils mettraient à jour les OS? Ça n'arrivera jamais. Juste un dernier mot, je suis d'accord avec Quentin, mais du coup, le problème de sécurité, clairement, c'est un truc qui est pas simple et personne peut vraiment le résoudre. Du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas croire qu'on peut le gérer, en fait. On peut pas vraiment le gérer. Du coup, il vaut mieux que l'opérationnel, donc typiquement les conteneurs, ça aide à ça. Comme dit Quentin, on peut se permettre en prod de trasher un conteneur parce qu'on sait qu'il y a une CVE qui est sortie. Et du coup, si notre application elle est gérée pour pouvoir faire du blue-green, ça va marcher. Et c'est à ça que ça sert. Donc en fait, on ne peut pas se dire on va gérer toutes les failles qui sortent à droite à gauche. Au final, c'est des trucs semi-automatiques qu'on va mettre en place pour que ça fasse ça, quoi. Tu peux faire du monolithique immutable, je vois pas de raison que ce soit pas possible. Ça va être compliqué à dockeriser. Hein. Et en plus, ça pose d'autres problèmes, c'est que techniquement, tu peux tout à fait exécuter dans un conteneur et faire des choses dedans.
Sauf que si jamais tu es un orchestrateur, que ton conteneur tombe et qu'il est redémarré, tout ce que tu as changé, tu l'auras perdu, quoi. Donc, à mon avis, il vaut mieux travailler sur l'application plutôt que de tenter de conteneuriser des choses qui ne sont pas conteneurisables, quoi. Toujours sur le même sujet ou... Concernant les mises à jour, donc les patchs, comment, par exemple, dans un cas de Docker, ça peut remonter au niveau des tags? Enfin, comment on peut avoir une information concrète du patch qui a été déployé sur une image? Tu le sais pas par rapport au tag, parce qu'en fait, le Docker en lui-même, l'image Docker en elle-même, c'est des layers binaires. Donc en fait, tu ne sais pas ce qui a été patché dedans. Tu as du binaire et c'est du binaire. Donc voilà, c'est de l'info, c'est du binaire. Si tu veux savoir ce qui a été patché dedans, il faut lire le changelog. C'est pour ça que nous, on ne se base pas sur le format d'image Docker chez nous, parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez syntaxique pour être capable de déclencher, pour être capable de savoir ce qui a été patché. Et donc nous, on a un format qui est syntaxique. Mais on est tout seul à l'avoir, donc tout le monde s'en fout, tu vois. Mais sorti de ça, nous, effectivement, c'est la problématique que tu as. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est une des limitations, tu peux repusher le même tag. À la définition de Git, où un tag est censé être immuable, là, tu repushes un tag, ça ne trouble personne. Ce qui, du coup, compromet la prédictibilité du build. Voilà. Pour rajouter par rapport à la question précédente, pour nuancer un peu avec ce que tu disais, le souci aussi d'envoyer son Dockerfile, c'est qu'après on fait confiance aussi à celui qui va le compiler. À l'inverse de, voilà, si on fournit un Dockerfile, typiquement tu parlais du distroless ce matin, voilà, si c'est du Go, évidemment derrière il n'y a pas d'OS en jeu, c'est juste un binaire Go, et si on veut être sûr que voilà, dans ce conteneur-là, on a notre binaire Go dans telle version qui est compilée, c'est quand même mieux d'envoyer ça. Après, vous le proposez peut-être pas. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais du coup si tu veux, l'image Docker est beaucoup moins intéressante, parce que tu as juste un binaire, enfin tu as juste un gros fat binaire. Donc, après, l'idée c'est de... Après, l'idée c'est de packager, que ce soit un .deb, un RPM ou un Dockerfile, c'est le concept. Mais au moins, voilà, on peut avoir un hash et être sûr de la version de notre binaire qui tourne. Voilà. Juste pour dire qu'il y a, je pense, plusieurs practices qui sont envisageables. De toute façon, si vous voulez être sûr de la version qui tourne, vous vous auto-hashez au moment où vous bootez, vous vous auto-hashez et vous vérifiez votre hash en fonction de quand vous avez été build. Et là, vous êtes certain d'être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'applicatif? Ok. Non, t'avais encore un commentaire? Ouais, juste pour, en final, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment répondu à la question initiale, parce que au final, on fait quand même confiance. Par exemple, si on utilise des images officielles Docker, on leur fait confiance pour updater les images dès qu'il y a des CVE. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont des scans dans les registries qui leur pop, qui leur dit qu'il y a un problème, et du coup, ils vont les updater. Et du coup, là, on peut dire qu'on va aller rebuilder notre image qui dépense sur l'image de base du hub, par exemple. Le scan, il ne cherche pas les vulnérabilités. C'est pas un antivirus. C'est un truc qui fait du hachage de binaire. Et si une vulnérabilité a été remontée sur cette signature de binaire, alors on va décider d'agir. Mais autrement dit, s'il y a un mec qui a juste été changé un pauvre paramètre à la compilation et que du coup le binaire n'est pas remonté dans la base de registry, elle est paumée. Donc si vous voulez, c'est une base de signature de binaire, c'est tout. Ça n'a pas de garantie mathématique d'un test. Vous voyez, c'est la différence entre un IPsec et un WireGuard. Soit vous avez un protocole qui est mathématiquement prouvé, et il ne peut pas se paumer, soit vous avez un truc où on espère tous que ça va marcher. Mais on appelle ça allumer un cierge. Il faut être clair, en maths, il faut être très clair, je trouve. Ok, alors on passe à la question suivante. Donc, petite analyse. Quelle solution d'orchestration en prod recommanderiez-vous ? Je pense que ça, c'est un sujet sensible. Après, il y a différents acteurs qui se lancent sur le marché de l'orchestration.
Aujourd'hui, je pense que bon, le match est en train de se dessiner un peu. Je dirais pas pour qui, mais je non, mais non, je n'aurais pas fait ça. Voilà, même si technologiquement, c'est peut-être pas la solution qui est la plus sexy, je pense que Kubernetes est ce qui se démarque quand même un peu du reste à l'heure actuelle. Après, à voir ce que l'avenir dira, mais à l'heure actuelle, je pense que voilà, c'est quand on regarde, il suffit de regarder les repositories et voir les contributeurs et se rendre compte d'où va la tendance. Alors moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est a priori Kubernetes qui va gagner. Hein. Je pense que ça va se dessiner sur la fin 2017, début 2018, il n'y a pas trop photo. En revanche, si vous n'avez pas d'urgence à déployer un orchestrateur, attendez quoi. Je suis pas sûr d'être la bonne personne pour donner mon avis là-dessus pour le moment. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, tous les orchestrateurs du marché ont leurs points forts et leurs points faibles, qu'ils ont tendance à converger en termes de fonctionnalité. C'est vrai que Kubernetes aujourd'hui il a une notoriété très très importante et parfois même les gens disent Kubernetes sans trop comprendre pourquoi. Et donc peut-être que l'histoire nous dira que Kubernetes sera l'orchestrateur du marché, qui sera utilisé par tout le monde ou pas. Le marché a commencé à se consolider un peu autour de Kube. C'est un élément parmi tant d'autres de la plateforme, je pense. Et juste pour bien clarifier ce que je disais avant, Kubernetes, c'est pas le meilleur, c'est celui qui est en train de gagner, quoi. Ensuite, en fonction de ce que vous faites, les autres peuvent être largement aussi bons, voire meilleurs dans certains use cases. Nous, on a des très bonnes expériences avec Swarm, des très bonnes expériences avec ECS, quoi. Les autres, moi, j'ai moins d'expérience. Je pense que Nomad, toi, tu as joué un peu, c'est bien aussi. En fait, ça dépend vraiment des types de workloads que vous utilisez. Il se trouve juste que de même que le marché entre Rocket et Docker a convergé cette année et qu'on n'entend plus tout parler de Rocket, quasiment plus, il semble que sur les orchestrateurs, ce soit Kubernetes qui sont en train de faire ça, quoi. C'est pas du tout parce que c'est le meilleur, surtout parce que c'est celui qui a le plus de contributions et d'activités en ce moment, quoi. Ouais, c'est beaucoup de la notoriété et au final, vu que c'est comme vous l'aviez dit ce matin, c'est des nouvelles problématiques, c'est des problématiques complexes et si on veut offrir un truc qui est out of the box, c'est pas facile. Et heureusement, il y a quand même de la collaboration entre, que ce soit chez Google ou chez Docker ou chez d'autres. Et du coup, l'idée, c'est que Kubernetes a l'air d'avoir quand même beaucoup plus de contributions et beaucoup plus de gens qui ont essayé de contribuer dedans. Donc, a priori, aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure façon, mais on ne sait pas encore si ça sera la meilleure façon dans 5 ans, par exemple. Ok. Alors, sujet suivant. Quelle est la place du serverless par rapport au container ? Je pense que ça doit plus... Moi, je n'ai jamais fait du serverless, donc je passe le micro. Alors en fait, si on se projette dans le temps, peut-être que dans quelques années, on considérera que les conteneurs c'est que de la plomberie et que l'avenir est que serverless. Je pense que clairement il y aura une phase de transition, il y aura probablement une coexistence assez longue entre les conteneurs, les VM sans conteneurs et le serverless. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, toutes les solutions serverless tournent dans des conteneurs. Il est juste possible que si les offres arrivent à maturité assez rapidement, le fait qu'il y ait des conteneurs dessous devienne transparent pour les utilisateurs. Mais là, on commence à se projeter assez loin, quoi. Alors, serverless, ça dépend de ce qu'on entend par serverless. Moi, je considère que quand j'entends le mot serverless, on est face à une belle bullshit marketing, parce qu'on n'enlève pas le serveur dans serverless, on enlève le management du serveur. Et donc, en fait, quelque part, on fait de l'IT automation. Je pense que serverless, la notion de function as a service a quelque chose de très très séduisant sur le papier, mais c'est quand même une très mauvaise idée dans 95% des cas. C'est-à-dire que 95% des applications de gestion, c'est quand même des applications qui prennent des requêtes HTTP d'un côté et vont taper de la donnée dans une database. Or, je vous la fais pas très longue, établir une connexion TCP, s'authentifier auprès d'une database, faire une requête et ramener, ça prend quand même vachement plus de temps que avoir déjà une connexion à la database.
Et en fait, passer son temps à couper un programme, alors que ce qui est intéressant, c'est de garder des pools de connexion ouverts pour éviter d'avoir des problèmes de perf, c'est pas très brillant. Donc, c'est très intéressant sur le papier, c'est très amusant, mais il y a beaucoup de cas où c'est juste une mauvaise idée. Y compris quand vous avez des bases de données que vous adressez en HTTP direct. Nous, on a réécrit, par exemple, sur Elastic, j'ai réécrit un driver pour être sûr de conserver mes connexions TCP entre 2 requêtes HTTP, parce que sinon, ça nous coûtait beaucoup trop cher en temps de réétablir les connexions TCP. C'est très long d'établir une connexion TCP. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est 20 à 30 millisecondes quand même d'établir une connexion TCP. Donc c'est hyper coûteux. Pour vous donner une petite idée, il y a quelques semaines, j'ai débugué des mecs qui avaient une espèce de PrestaShop qui étaient habitués à fonctionner en local sur leur machine avec une connexion socket pour se connecter à la base de données en unique socket. Le truc arrivait, le truc était devenu gros, ils sont passés sur Clever, donc une base de données déportée, 2 frontaux qui prenaient les requêtes. Et là, effondrement de la performance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans leur PrestaShop, ils ouvraient une connexion pour chaque requête à la base de données. Ils avaient 800 requêtes à la base de données par page. Et en fait, le fait que la base de données soit sur la machine d'à côté, on mettait 2 millisecondes à faire la connexion. 2 millisecondes. Ouais, sauf qu'en fait, à 800 x 2, vous vous retrouvez avec 1600 millisecondes, soit 1 seconde 6 par page. C'est long. Et en fait, c'est pour ça que serverless, si vous voulez, ça dépend ce qu'on appelle serverless. Si le but est de supprimer l'administration du serveur, oui, j'y crois, c'est ce qu'on fait chez Clever, c'est de l'IT automation, mais en fait, on garde des plain old applications, des applications telles qu'on était, et on continue à pousser, même si on ne l'oblige pas, le 12 factor. Serverless en tant que function as a service, pour moi, ça sonne vachement comme la réapparition des serveurs d'applications qu'on essaye de buter depuis 10 ans, quoi. Donc, on n'est peut-être pas obligé de s'en remettre un coup, quoi. Voilà, c'est mon avis profond sur la question. J'ai écrit un blog post sur le sujet, vous pouvez aller commenter en disant que je suis un gros con, ça me va très bien. Ok. Sujet suivant. Est-ce que les containers sont finalement la seule solution permettant d'être cloud agnostique ? Donc, la façon dont je le comprends, en gros, c'est est-ce que les containers permettent de pouvoir déployer sur les clouds, sur les différents providers, et est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles ? C'était ça ou pas ? La personne n'est pas là. Mon avis personnel sur le sujet, j'aurais tendance à dire non. Je pense qu'il y a plein de sociétés aujourd'hui qui sont capables d'être cloud agnostiques et qui font des choses qui ont des applications cloud natives sans avoir forcément de conteneurs. Je pense que du coup, vous êtes un exemple. Il y a également, on parlait d'HashiCorp notamment, je sais que c'est pas un secret chez eux, ils ont fait pas mal de blog posts là-dessus. Eux, toute leur infra, c'est des pures instances Amazon sans conteneurs qui redéploient à chaque fois qu'ils ont besoin. Finalement, la logique est relativement la même, ils font pas de patch non plus. À chaque fois qu'ils ont besoin de redéployer une nouvelle version de l'application ou de patcher une instance, ils la détruisent, ils en restartent une autre. Voilà. Après, le cloud offre aussi des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui permettent de s'abstraire de cela. Je pense qu'en plus, et contrairement à ce que j'ai raconté ce matin sur la virtualisation, c'est génial, il y a une chose aussi qui est en train de se passer, c'est que les providers de hardware nous permettent de plus en plus d'outiller les machines. Et aujourd'hui, moi j'avoue que je ne comprends pas très bien le délire de se dire on va aller mettre un cluster Cassandra qui doit être super reliable au-dessus d'Amazon par exemple. Parce que ça va coûter une fortune. Et je vous parle d'un cluster Cassandra, je vous parle de mettre 40 nœuds avec chacun 100 gigas de RAM, des gros disques durs dedans. Je vous parle de faire du vrai big data. Je vous parle pas de me dire ah j'ai 200 megs de données, je vais les mettre dans 3 nœuds sur Amazon. Je parle d'un gros truc où on a besoin de perf et si on fait pas 18 000 lectures à la seconde, on a un problème. Genre on peut pas répondre au business. Et ça arrive, il y a des gens qui ont ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ça, tu les mets dans des machines virtuelles Amazon, tu as un problème. D'abord parce que comme tu n'as pas de garantie d'accès au CPU, tu risques de louper quelques requêtes. Enfin, c'est pas tu risques, tu loupes quelques requêtes. Et ensuite, tu es vachement loin de tes I/O, c'est pas très intéressant. Et en fait, sur quelque chose comme 100 nœuds hyper gros,
qui de toute façon vont consommer leurs ressources, c'est pas très intéressant de subdiviser les ressources matérielles. C'est le point de départ de ma conf de ce matin. Pourquoi est-ce qu'on en est venu au container et au VM? Pour subdiviser les ressources matérielles qu'on sous-employait dans un cas et pouvoir désindexer les ressources matérielles de la logique software. Sauf que là, dans le cas de gros nœuds, on n'a pas envie de faire ça et on a envie que ce soit des bécanes physiques, barres métal, rackées les unes à côté des autres ou dans des data centers distincts qui répondent. Et ça, en fait, c'est un autre élan. Il y a des choses, c'est juste une mauvaise idée d'aller les cloudifier, quoi. Je suis désolé, une grosse base de données qui est faite pour prendre des millions de lectures, en vrai, il vaut mieux l'installer en physique sur des bécanes et ça coûtera beaucoup moins cher. D'ailleurs, posez-vous la question, comment Netflix serait devenu client HP si tout tournait vraiment chez Amazon ? Juste pour nuancer un peu, je suis plutôt d'accord avec Quentin dans le sens où c'est toujours pareil. Par exemple, ce matin, Laurent disait les problématiques de mettre des conteneurs en production, c'est difficile et c'est un métier à part, etc. Pareil pour la donnée, genre les mecs qui font Postgres, nous on a du Postgres chez Trainline parce qu'on adore PostgreSQL, et eux ils sont focalisés sur faire une base de données qui fonctionne bien. Et du coup, ces problématiques, c'est un autre monde complètement différent et super difficile. Donc clairement, sur des bonnes bécanes, ça va bien me marcher quand on aura énormément de données. Mais en fonction du business qu'on va avoir, typiquement, nous, on vend des billets de train. Donc on va avoir des problèmes de big data si on veut analyser comment les gens achètent nos billets de train, etc. Mais ce n'est pas forcément notre cœur de métier. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir des experts Postgres ? Pas forcément. Donc dans ce cas-là, le cloud va pouvoir aider parce qu'on va pouvoir avoir un service manager. Ok, on va le payer plus cher, mais en fait, par rapport à notre business, c'est plus intéressant. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Des fois, ça dépend vraiment de votre business. Est-ce que vous avez besoin de payer des experts ou est-ce que vous avez besoin de payer juste un service qui va marcher et ce qui va être suffisant pour vos besoins ? Moi, je voudrais revenir sur un élément de la question que j'ai compris peut-être un peu différemment sur la réversibilité, peut-être, la capacité. Est-ce que les containers aident à pouvoir finalement choisir à quel endroit je mets mon application et me laisser la capacité de le transférer. En d'autres termes, je démarre sur Amazon, je voudrais transférer mon application chez moi facilement ou sur Azure, enfin voilà, changer quand je veux. C'est comme ça un peu moi que je comprends. C'est comme ça que j'avais compris aussi. Ouais. Après, et donc, est-ce que les containers aident à ça ? Et est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors, est-ce qu'on les containers aident ? Je pense que oui, en fait. Pour deux raisons. La première, c'est que le container il s'exécute de la même manière partout, donc que ce soit sur Amazon, sur Azure, chez moi. C'est sûr qu'il y a des choses. Il y a des choses. Une VM, mais une VM, d'abord, c'est plus gros, et c'est la deuxième raison. C'est-à-dire qu'une VM, c'est en général plus gros qu'un container, c'est plus facile. Un container est plus facile à transférer d'un endroit à l'autre. Donc j'aurais tendance à dire que dans une certaine mesure, ça peut aider. Maintenant, une application, il y a le code qui exécute, qui est facilement transférable avec le container, et il y a toutes les données aussi. Donc, passer d'un cloud à l'autre ou d'un environnement à l'autre, c'est transférer l'API, c'est facile avec les containers. Et si j'ai des téras ou des pétaoctets de données à transférer, là, c'est déjà plus compliqué. Après, est-ce que je peux me passer des containers et quand même faire de la réversibilité ? Oui, enfin, c'est des techniques qu'on connaît tous depuis pas mal de temps. En particulier, rien n'empêche quelqu'un d'utiliser tous les services de passe d'un cloud provider et de se prémunir contre le verrouillage avec ce cloud provider en encapsulant les API du cloud provider dans ses propres API à soi, dans un objet peut-être un peu plus macroscopique qui va me permettre de remplacer rapidement, je sais pas, un accès stockage S3 par un accès stockage Azure, par exemple. Mais ça nécessite une modification de l'application, un investissement en développement qui sera peut-être moindre si j'utilise des containers. Dans le cas présent, le code, il appelle S3 ou Azure, que tu sois dans un container ou pas dans un container, ça ne va rien changer. Ça ne changera rien, c'est juste que c'est juste le runtime, ça ne change pas. Par contre, qu'on soit clair avec tout le monde sur les effets de transfert entre clouds, votre plus gros problème, si vous voulez faire du intercloud, c'est pas ça. C'est le satané budget que vous allez avoir en bande passante chez Amazon.
C'est-à-dire qu'en fait, Amazon va vous exploser votre facture juste en bande passante. C'est le seul point, en fait, le réel point du truc. Au-delà du format. Et ouais, juste pour revenir sur la partie cloud agnostique ou pas, je pense que c'est une question qui se pose de moins en moins. Donc là, c'est pas tellement lié au conteneur, c'est que c'est vraiment dommage, quel que soit le cloud provider que vous utilisez, d'utiliser le plus petit dénominateur commun de tous les clouds. Très probablement, vous avez un gros intérêt à utiliser les services managés qui rendront la réversibilité plus complexe, mais vous feront gagner énormément de temps au début, quoi. Sachant qu'il y a des services managés qui offrent des API standardisés. Hein. Si vous prenez, on parlait de PostgreSQL tout à l'heure, ça marchait avec MySQL. Donc effectivement, là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser les services managés plutôt que de les faire tourner dans des conteneurs. Et de toute façon, que le service managé, si le service managé expose du MySQL, qu'il soit managé par Amazon, Google ou Azure, ça ne change pas grand-chose, quoi. Ok, on passe à une petite... C'est bon? Pas. Petite question très spécifique, très pointue. Donc, est-ce que vous avez des paramètres de noyau spécifiques pour les workers et les managers Swarm? Non, mais alors moi, j'ai pas de réponse à cette question. Par contre, je suis extrêmement intéressé par pourquoi la personne a posé la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières que vous avez rencontrées aujourd'hui? Ouais, communication interconteneur qui se paume de temps en temps. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on en parle après parce qu'on va entrer dans trop de détails à mon avis. Et aussi la deuxième raison, c'est qu'il y a le réseau de Swarm. Et aussi parce qu'il y a très peu de choses là-dessus sur la Docker. Sur la partie noyau, il y a quasi rien. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait des raisons particulières. C'est que moi, j'ai pas vu. Alors, effectivement, il y a parfois des petits problèmes dans certaines parties de l'engine, mais par contre, des réglages de noyau qui impactent ça, j'en ai pas vu particulièrement. Dans les recommandations générales de Swarm, il y a plutôt des sizing de machines, du nombre de workers que tu peux gérer par master, des choses comme ça. En revanche, des settings particuliers du noyau, moi, j'ai jamais vu de choses sur ça, quoi. Je sais pas si de ton côté, il y a des... Ouais, j'en ai pas vu non plus. J'ai déjà vu des communications qui se perdent de temps en temps sur Swarm. En fait, les seuls recos, c'est sur le Swarm 3000, l'expé qui a été fait il y a un an, un truc comme ça. Et après, il y a quelques trucs qu'on trouve à droite à gauche, mais bon, il n'y a pas franchement d'explication. Ouais, pas à ma connaissance de paramétrage différents des workers et des managers. Il y a des recos sur le positionnement des managers, ce genre de choses-là, dans des cas particuliers d'architecture réseau, De toute façon, c'est assez flou les options du kernel chez Docker, parce que Docker package pour la totalité des distribs, excepté Red Hat, pour des raisons évidentes, Arch Linux et Exerbo. C'est nous qui packageons sous Exerbo, donc comme on se tape le packaging, on a une petite idée. Et il y a quelques options du kernel, elles sont écrites noir sur blanc dans le paquet Exerbo, et c'est nous qui l'avons documenté. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tes problèmes d'interconnexion sur le réseau, elles sont probablement beaucoup plus haut dans la stack. Donc essaye les autres systèmes. En fait, c'est pluggable dans Swarm, les systèmes de gestion de réseau. Et donc tu peux essayer soit du Weave, soit du Calico, et voir s'il y a un des deux qui va te régler ton problème. Et dans ces cas-là, on pourra incriminer Swarm et ce sera simple. Mais si tu as exactement les mêmes problèmes sur les autres, c'est que tu as un problème kernel. Sinon, on pourra juste incriminer la stack réseau à un endroit X, quoi. C'est nous qui packageons pour Red Hat. Après, Red Hat a son propre package aussi. Mais on package pour Red Hat. Il y a une plateforme sur laquelle on ne package pas. C'est c'est SUSE, en fait, qui fait son propre packaging. Good. Alors, sujet suivant. Donc, sur un cycle de déploiement d'un container, donc du dépôt de code au déploiement, comment est-ce qu'on fait la validation des performances? En gros, tous les aspects un peu métrologie, les tests de perf. Ouais, a priori, on est d'accord. Hein. C'est juste moins chiant à tester parce que tu balades toutes tes dépendances avec toi. C'est ça, et puis bon, au final, in fine, voilà, c'est un binaire qu'on teste de la même manière que si c'était packagé d'une autre manière.
Après, de temps en temps, tu peux avoir des comportements un peu différents en termes de performance qu'il faut regarder. Typiquement, si tu utilises du NAT ou des choses comme ça, il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, dans le fonctionnement de l'application lui-même, il se teste comme avant, quoi. Quelle stratégie de versionning des images applicatives recommanderiez-vous pour prendre en compte la version des images, des images sources, serveurs d'appli, framework, applications, etc. Non, là, c'est plutôt la façon dont je le... Nous, pour le moment, comme on a pu vous l'exposer pendant notre talk, on ne fait pas de prod. Après, au niveau du versionning, Paul vous l'a montré. C'est vrai que nous, sur quoi on se base, principalement en fait, le chat du commit. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on a une faille de sécurité et qu'on souhaite l'updater, je pense que voilà, ce qu'on fera, c'est que, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est un git describe avec certaines valeurs du commit et l'ID du build qu'on a. Donc si finalement c'est juste un patch de sécurité, qu'il n'y a pas de code qui a actuellement changé, on veut juste réutiliser le code existant et en rafraîchissant le cache Docker si jamais il est encore actif, voilà, ce sera juste un amend sur la version. Après, des précaux particulières, je ne pense pas en avoir à fournir. On a une gestion simple. Nous, donc quand on fait du Docker, notre gestion est de dire tous les tags, on essaye de les traiter comme étant un miroir des tags du Git. On fait un tag également par commit, qui est préfixé de commit- et le chat du commit. Donc ensuite, par défaut, le tag, c'est le tag qui est dans le Git et qui théoriquement est immuable. Et pour les branches, les tags qui vont donc varier, tu fais branch- et le nom de la branche. C'est pas hyper propre, c'est extrêmement verbeux, ça remplit bien votre repository, mais au moins vous êtes exhaustif. Et vous avez une vraie stratégie qui peut faire à la fois l'évolution et le pin réel d'une version. Alors dans la question, il y avait aussi la question de comment on versionne ce qui est à l'intérieur de l'image. Donc je l'ai mentionné assez rapidement ce matin. Donc ce qui est difficile quand on a des images qui tournent depuis longtemps, c'est effectivement avec tout ce qu'on vient de dire là, c'est assez facile de retrouver à partir de quel commit elle a été buildée. En revanche, savoir quelle version de PHP, de Zend ou comme ça est dedans, c'est une toute autre question. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin je disais que dans les solutions à ça possibles, il y a mettre des labels sur vos images. Donc au moment du build, mettez des labels et dites c'est telle version de PHP, telle version de Zend, ça vous fera gagner énormément de temps après coup si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans une image. Après, ça dépend aussi des technos. Typiquement, nous on aime bien Ruby chez Trainline parce que du coup on a un truc qui s'appelle RBenv qui permet de définir la version et du coup la version est versionnée dans le projet. Il y a juste un fichier qui s'appelle Ruby version, donc on sait la version de Ruby. Et bien sûr, toutes les dépendances applicatives, donc par exemple Zend, mais nous c'est du Rails, et ben on a la version avec un fichier qui s'appelle gemfilelock qui dit en fait on a telle version. Du coup on peut savoir, on a juste à faire un commit pour updater les dépendances applicatives, quoi. Oui, bien sûr, mais pour tout le reste des dépendances système, oui, c'est ça le problème. Question suivante, existe-t-il ou y a-t-il en fait des images pour faire du Django? Hub.docker.com, il doit y avoir des librairies standards, enfin des librairies de la part de Docker, des images, pardon. Oui. Ok. Ouais, Python standard avec Django. Alors celui-ci, je suis pas sûr de la comprendre. Donc. Ok. Alors. Comment? Oui. Ok. Alors, donc même si Windows c'est le mal, comment gérer des containers Linux sous Windows à la volée? Alors, même si Windows c'est le mal, comment gérer des containers Linux sous Windows à la volée? Alors, je ne sais pas, qui avait posé la question? Qui a posé? Oui, en fait, j'ai un client qui fait sa prod comme ça. Et il essaye d'abord, alors il a tenté de faire une espèce de machine de build, comme on a vu là, le fameux Maurice à un moment donné. Et donc il a reproduit ce Maurice en prod.
Et dans ce Maurice, on a du Windows qui va servir tout un tas de dépendances propres à Windows, du C++, du .NET, des choses comme ça, et d'autres dépendances auxquelles je pense même plus tellement il y en a. Sauf qu'à un moment donné, il a besoin de lancer du Docker sur des composants Linux. Enfin, en gros, c'est un vrai bordel. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on repart de ça vers quelque chose de plus sympa, comme on a vu ce matin, quoi. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà regarder les dépendances qu'il y a sur la machine et essayer de sortir petit à petit les trucs. Il n'y a pas de miracle, il faut analyser le truc et il faut le séparer en petits morceaux. Et si on peut sortir un truc, on le sort, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de solution magique. Il faut clairement analyser tous les trucs qui tournent. Et s'il y a un truc qu'on peut isoler, alors on va solutionner cette problématique d'abord. Je suis désolé, mais... Commence par diviser en fait ce qui tourne sur le Windows et de le coller dans des containers Windows. Comme ça, on évite d'avoir une machine monolithique à laquelle on ne peut pas toucher. Et après, si possible, tu te mets dans un orchestrateur, avec une gestion de réseau pour pouvoir avoir tes containers Linux qui tournent sur un Linux. Parce que en vrai, c'est quand même pas une bonne idée d'utiliser Docker for Windows pour faire de la prod. C'est-à-dire la version émulée Linux sur le Windows. Après, à voir si tes paquets Linux ne compilent pas tout simplement sous Windows, y compris avec du Cygwin ou un truc comme ça, parce que ça se trouve, ça peut se faire. Et dans ces cas-là, tu peux faire toute ta prod sous Windows ou vice-versa, quoi. Mais dans un sens ou dans l'autre, et essayer d'emmener toute ta prod sur quelque chose d'unitaire, si tu le veux. Mais de toute façon, ça va passer par une espèce d'étiquetage du bordel ambiant, histoire de pouvoir lire ce qui se passe et savoir où est-ce que sont tes points de totale invariance dans ton architecture. J'ai une question complémentaire pour toi. Le contexte, c'est tu as un serveur Windows et dedans, il y a du Linux qui devrait tourner, c'est ça en fait, dans un container. Donc il n'y a pas 36 millions de solutions. Hein. Comme tu sais, le container, il s'exécute sur un kernel compilé de la même manière, donc il lui faut un kernel Linux. Donc en fait, si on regarde un peu ce qu'il y a dans Docker for Windows, là, pour les développeurs, en fait, on utilise... il n'y a qu'une seule solution, quoi. Il faut activer une machine virtuelle Linux. Donc on active Hyper-V sur le serveur Windows, et puis on démarre une machine virtuelle avec un micro-kernel Linux dedans pour pouvoir déployer du container Linux. Donc voilà, si ton problème, c'est j'ai qu'un seul serveur, c'est un serveur Windows, et il faut quand même que j'exécute du Linux à l'intérieur, il faut démarrer Hyper-V, puis il faut déployer un container Linux. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, ou alors il faut séparer les deux et avoir une machine Linux à côté. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne Docker for Windows, en activant Hyper. Ouais. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Qu'est-ce que tu as sous Linux? Ça se trouve, c'est des trucs que tu as compilés sous Windows. Ça fait pas chier, tu colles un Cygwin dans le tas, ce sera toujours moins pourri. Ensuite, il y a peut-être des choses qui vont se passer bientôt avec ce que fait Microsoft, avec le subsystème pour Linux et le fait que ça y est, il y a des versions de Bash qui tournent, et le fait qu'il y ait Jesse Frazzle qui bosse pour eux maintenant. Du Docker pour Linux sur Windows, avec un truc plus natif que ce qu'il y a aujourd'hui, peut-être un jour, quoi. Simple, c'est comme si tu me disais on va mettre un soft Windows en prod sous Wine, ça va bien se passer, quoi. C'est la même chose. C'est pas, je serais pas sécure. C'est super cool et ça va arriver sur le poste client. Et Docker for Windows pour ça est un soft extraordinaire. Mais c'est hyper dangereux, quoi.
En fait, ce qui fait Linux Subsystem en fait pour Windows, il traduit des syscalls en fait. Donc, ce sera jamais natif. Kernel Microsoft ne sait pas en fait qu'est-ce que c'est un syscall. Donc, forcément, en fait, tu as une traduction et il sert à ça en fait. Il traduit tous les calls. Donc, forcément, en fait, la nativité, tu l'auras jamais. Mais ça marche plutôt pas mal en fait en bêta. Et enfin, pour finir, une dernière question sur la gestion des logs. Quels sont les précaux en fait pour gérer les logs dans les containers? Et je suppose, enfin c'est marqué /var /log, est-ce qu'on le met dans le volume, les extensions dans l'app, est-ce qu'on les exporte dans CloudWatch? Donc à mon avis, c'est les différents types de logs. Comment on peut les gérer? Est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'on gère tout pareil? On met jamais les logs sur un volume. Jamais, jamais, jamais. C'est une très mauvaise idée, ça fait énormément d'écriture, ça fait ramer les file systems, c'est une idée de merde. Vous prenez vos logs, vous vous démerdez pour qu'ils soient streamés, et derrière le comment vous le collectez, il se trouve que dans Docker, il y a une gestion des logs qui est plutôt bien construite. Vous streamez les logs dans le Docker, et du coup, ils vont être collectés par du FluentD, par du Logstash, par du Bits, par ce que vous voulez en fait. Vous avez 10 000 façons de forwarder vos logs, soit par un processeur syslog, soit par autre chose, et en fait, ils vont être streamés, ils vont être acceptés, bouffés, et vous les agrégez dans ce que vous voulez. Mais jamais vous les écrivez dans le file system. La bonne idée, c'est de ne pas écrire les logs en file system. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'une best practice en termes de management de logs, c'est de tout forwarder dans le std-out et le stdr, et ensuite d'avoir des systèmes derrière qui vont collecter. Je sais que par exemple, à titre d'exemple sur Kubernetes, c'est assez facile d'avoir par exemple un Elasticsearch avec un Logstash derrière qui est capable de récupérer, voilà, ou d'autres plugins qui permettent ensuite de forwarder l'ensemble des conteneurs qui tournent sur votre cluster dans un seul et même on va dire sync pour ensuite pouvoir les agréger et les analyser. En fait, il y a des plugins pour le Docker Engine et il y a des plugins pour Kubernetes qui font tout natif. Donc normalement, il n'y a rien à faire. Alors, juste une toute petite chose sur ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez utiliser le driver Docker natif pour directement envoyer vos logs à un syslog remote, à CloudWatch Log, à Elasticsearch. D'expérience, vous voudrez aussi probablement récupérer les logs des agents sur les machines. Et très probablement, dans des moments de diagnostic, vous connectez sur la machine et récupérez les logs locaux des conteneurs sans passer par votre Elasticsearch distant, quoi. Donc, ce qui marche bien, c'est d'utiliser le driver syslog de Docker, mais d'utiliser le syslog local. Et ensuite, d'avoir vos logs locaux normaux et de les envoyer avec un FluentD, un Logstash, peu importe, vers votre collecteur classique, quoi. Merci à eux, merci à vous.